Professeur Rode, bonjour. Le micro. Bonjour Gérald. Merci de vous prêter à l'interview Hacking Health Lyon du matin. On va en avoir 3 l'après-midi encore, et puis le petit point juste après votre interview sur les équipes. Donc je rappellerai que vous êtes le doyen de la faculté de médecine Lyon-Est. Nous sommes à la faculté de médecine Lyon-Sud. La cohérence du dispositif est intéressante aussi entre l'Est, le Sud. Je suppose que vous travaillez largement ensemble. Et l'idée, c'est peut-être de passer en revue un certain nombre de thèmes qui vous tiennent à cœur, en particulier quand on a pu faire une édition dans vos locaux. Merci en tout cas. Je crois que c'était la 2e édition qu'on a pu faire. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et je dirais le courant est assez rapidement passé sur ces notions de pluridisciplinarité, sur la capacité aussi des étudiants. Parce que je rappellerai, en l'occurrence, c'est important, que l'un des projets phares aujourd'hui du hackathon qui s'appelle Marty, qui est porté par un des étudiants à l'époque de la faculté de médecine, qui concerne une borne qui permet aux patients allophones, de venir être admis aux urgences est vraiment en phase de décollage. Donc, en tout cas, c'est à ce moment-là que la connexion s'est passée. Mais peut-être avant de rentrer sur ces thèmes, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter un peu à l'image de nos précédents interviewés sur votre parcours et puis sur vos spécialités également en matière de santé? Donc moi j'ai fait mes études à la faculté de médecine Lyon-Nord et à l'issue de l'internat j'ai choisi comme discipline la médecine physique et de réadaptation qui était une discipline nouvelle et je suis médecin de cette discipline à l'hôpital Gabriel qui est un des établissements des Hospices civils de Lyon où je suis actuellement chef de service et où j'y travaille tous les matins. C'est une discipline qui par essence est à la fois holistique et interdisciplinaire. Et ces 2 éléments qui, dès le début de ma carrière, moi, m'ont beaucoup intéressé. Parallèlement, j'ai fait une carrière scientifique au sein du laboratoire de Mac Jeanneraud et j'ai été nommé enseignant-chercheur de cette discipline, puis doyen. J'ai été enseignant pendant 10 ans à la faculté Laennec et à la faculté de Lyon-Sud, où j'assurais les cours. Et puis maintenant, je suis doyen à la faculté de Lyon-Est, où je poursuis cette vision à la fois d'une médecine globale et aussi interdisciplinaire dans le domaine de l'enseignement. Donc rappelez peut-être que l'établissement Henri Gabriel n'est pas très loin ici géographiquement du site sur lequel on est là, donc à l'Amphi Boiron. Vous voulez peut-être en dire 2 mots Oui, l'hôpital Henri Gabriel, c'est un des établissements du CHU de Lyon, qui est un établissement hospitalo-universitaire pour la formation et la recherche en lien avec le handicap et qui fait en effet partie du groupement hospitalier Sud. C'est ce groupement avec le centre hospitalier Lyon-Sud. Et du coup, ça m'évoque quelque chose, c'est parce qu'il y a Hacking Health en matière de hackathon, mais du coup, je vous ai transmis, dans le bon sens du terme, le virus, en tout cas du hackathon, puisqu'il y a 2 ans, oui, à peu près 2 ans, je crois que les internes, les étudiants de la faculté se sont mobilisés sur un format de hackathon particulier. Et si vous pouvez peut-être nous en dire 2 mots, puisqu'il y a des belles innovations aussi qui ont été... Ça a été effectivement directement en lien après l'expérience du hackathon à la faculté que vous aviez organisée, parce que les étudiants ont été très séduits, se sont impliqués et se sont, je dirais, appropriés cette démarche. Et il y a 2 ans, on a organisé à Lyon le congrès mondial de rééducation neurologique. Et dans le cadre de ce congrès mondial, les internes de la discipline de Lyon, dont certains étaient des anciens étudiants des facultés de Lyon, mais aussi des internes de la région, ont décidé d'organiser un hackathon sur le terme du handicap neurologique qui a eu lieu à la fac, d'ailleurs grâce au soutien d'Hacking Health Lyon et grâce à votre aide aussi. Et ça a permis vraiment de contribuer à générer cette initiative. Et elle se poursuit puisqu'on accueille à Lyon, les 2 facultés de médecine de Lyon accueillent à Lyon, avec la conférence des doyens, le congrès international de l'EMI, qui est un grand congrès de pédagogie. Et là aussi, les étudiants de la faculté se sont mobilisés pour créer un Hacking Health. Alors cette fois, pas pour des innovations pour les soins, mais pour la formation, pour l'enseignement médical. Et ce projet a retenu toute l'attention de l'EMI, l'organisation internationale, ainsi que de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Et il aura lieu sur le site de Lyon 1, près de la Doua, afin d'être à côté du Palais des Congrès. À quelle date ? Fin août.
D'accord. Donc, du 23 au 25 août. Donc il va y avoir une manifestation organisée par les étudiants de Lyon, de la région, mais aussi avec une équipe d'étudiants des différents pays participants au hackathon pour promouvoir de l'initiative, de l'innovation en pédagogie médicale. Et aussi là, dans une dimension interdisciplinaire. Donc, Gérald, vous avez fait des élèves, je dirais. C'est notre plus grande fierté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le concept qu'on a du coup aussi implanté ici à Lyon à travers les initiatives qui avaient été prises au Québec, qu'on transmette le flambeau. Et je trouve que au final, que les étudiants en médecine puissent se saisir de ces outils, d'une certaine façon d'animation et de transversalité. Alors, en plus des hackathons, je crois que un des thèmes auquel vous tenez particulièrement, c'est l'interdisciplinarité dans les études de médecine. Est-ce que, au final, comment vous appréhendez ces questions au sein de l'université ? En fait, ce qui est important pour un étudiant en médecine, c'est qu'il comprenne tôt qu'aujourd'hui, répondre aux besoins de santé des personnes et de la société ne relève pas que de la compétence des médecins. Bien au contraire. Elle relève de la compétence de tous les professionnels de santé. Et c'est donc une approche qui est interprofessionnelle. Et ce que les futurs médecins découvriront dans leur exercice professionnel, il faut qu'ils le découvrent à la faculté. Mais en même temps, aujourd'hui, les besoins de santé ne sont pas assurés que par des professionnels de santé, mais aussi par des professionnels d'autres compétences, des ingénieurs, la technologie, les sciences humaines et sociales, l'économie. Et qu'il est important que les étudiants s'ouvrent à ces champs de connaissances. Et il est aussi important que les facultés de médecine proposent des programmes de formation à la santé à destination d'étudiants qui sont en sciences de l'ingénieur, en sciences humaines et sociales, en éthique ou philosophie. Parce que finalement, c'est une question globale. Comment répondre aux enjeux de santé dans une approche One Health ou de santé mondiale et comment mobiliser des étudiants qui sont finalement au départ de formations différentes mais qui vont par leurs compétences et leurs connaissances apporter des réponses qui au final amélioreront la santé. Et donc dans ce cadre-là, il y a plusieurs exemples d'une certaine façon. Vous avez mentionné l'ouverture vers le métier d'ingénieur et je crois qu'il y a une initiative qui a été prise donc par l'école centrale et puis par la faculté de médecine, si vous pouvez, alors, sur un cursus un peu... Il y a une vraie réflexion à Lyon, au sein de l'Université Lyon 1, pour privilégier justement ce qu'on appelle des doubles cursus. Et il y a là plusieurs partenaires, les Hospices civils de Lyon, des écoles d'ingénieurs comme l'école centrale, l'école normale supérieure, Lyon 2 et Lyon 3. Ainsi, et puis également l'école de santé des armées. Comme vous le savez, l'école de santé des armées forme des étudiants qui font un double cursus, à la fois médical dans nos facultés et à la fois de médecine militaire opérationnelle et au commandement. Et à l'issue de leur formation, ils ont un master de grande école, reconnu comme tel. On a un partenariat ancien avec l'école normale supérieure en biologie pour des étudiants qui font un double cursus médecine-sciences, comme il en existe dans d'autres universités en France. Et puis, depuis 3 ans, on a créé un partenariat unique avec l'école centrale de Lyon, unique en France, ouvert à des élèves de centrale et des étudiants des facs de médecine, pour faire en même temps un double cursus, médecine et sciences de l'ingénieur. Alors, bien sûr, ça concerne un petit nombre d'étudiants, parce que le programme pédagogique est assez lourd. Il y a toute une commission pédagogique qu'on a mis en place qui les accompagne. Mais c'est un enjeu majeur, parce que ces étudiants, demain, ils seront à la fois médecins et centraliens. Ils pourront donc, dans des CHU, piloter à la fois des services de médecine nucléaire, d'imagerie, et leurs compétences seront très utiles. On ouvre actuellement à des réflexions nouvelles dans ce domaine, notamment avec la philosophie et les sciences humaines et sociales, pour pouvoir proposer à des étudiants des parcours spécifiques de M2 dans ces domaines, parce qu'il y a des étudiants qui sont intéressés par ces questions et parce que les questions des sciences humaines et sociales et philosophiques sont aussi essentielles en santé. Et on voit bien que demain, ceux qui vont contribuer à l'enseignement médical, à la formation des professionnels, eh bien, ça sera utile que parmi eux, certains aient ces doubles formations. Alors, j'ai relevé du coup dans l'actualité récente le lancement de l'école de l'empathie.
Alors, Enfin, ça s'inscrit bien dans cette volonté aussi d'ouverture et de capacité aussi pour les professionnels de santé. Alors, est-ce que c'est réservé aux professions médicales, enfin aux médecins, ou est-ce que c'est l'ensemble des professions de santé qui sont concernées? En fait, le terme n'est pas exactement l'école de l'empathie, c'est le terme que le journaliste a retenu, mais le constat est le suivant. Plusieurs études de la littérature montrent qu'au fur et à mesure de leurs études, les étudiants perdent leur sens empathique. Alors même que leurs connaissances s'enrichissent, alors même qu'ils ont plus d'expérience, ils deviennent moins empathiques, c'est-à-dire qu'ils perdent un peu cette faculté intuitive de comprendre le besoin et le sentiment de l'autre. Ce qui est quand même une vraie interrogation pour des futurs médecins. Et donc, en 2019, on a démarré un projet qui est aujourd'hui porté par Édouard Laune, qui est un enseignant de psychiatrie et docteur en philosophie. Qui était porteur d'un projet de hackathon l'année dernière. Tout à fait, sur ce thème. Et l'idée, c'était de faire un partenariat avec des associations accueillant des patients, des personnes réfugiées, sans domicile fixe, des personnes âgées, pour accueillir ces étudiants très tôt dans leur cursus, pour qu'ils puissent avoir une réflexion sur qu'est-ce que sont les inégalités de santé, mais aussi qu'ils puissent faire des rencontres avec ces personnes, qu'ils puissent les approfondir et en tant que futurs médecins, avoir une double analyse. Une analyse personnelle par rapport à eux-mêmes, c'est-à-dire quel est le médecin que je veux devenir, et aussi comprendre aujourd'hui dans notre société quelles sont ces inégalités. Et le projet a reçu un soutien de la présidente de l'université et puis de l'ARS qui nous a facilité les choses pour l'établissement des conventions. Au-delà de ça, on a invité les étudiants à faire une rencontre. Parce qu'aujourd'hui, pour certaines populations, comme les réfugiés, les sans domicile fixe, il y a un phénomène d'anonymisation de ces populations. On va dans les médias parler des personnes réfugiées, mais rarement on va s'intéresser à l'histoire de ces personnes, à leur nom, leur prénom, pourquoi ils ont pris cette décision de quitter leur pays pour venir en Europe, alors même que c'est chaque fois des histoires individuelles et que la médecine, c'est d'abord privilégier la relation à une personne humaine, en comprendre l'histoire et comment, en tant que médecin, je vais répondre à son attente. Et ça, parallèlement à cette idée d'école de l'empathie, ça fait référence à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des facultés aujourd'hui, partagée dans les pays notamment nord-américains, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mandat de servir. Et comment un étudiant dans sa formation en santé, mais en médecin, mais pharmacien, infirmier, intègre cette dimension du mandat de servir. Et quels sont vos... J'ai posé la question à Georges Kepenekian au début de ces séquences. Votre analyse, vous, de praticien, de médecin et de doyen sur ce qu'on vient de vivre, et malheureusement l'actualité est encore douloureusement chargée, on va dire, sur ces questions. Peut-être de la phase pandémique. Est-ce que pour vous, ça a confirmé, ça a permis de réactualiser peut-être vos représentations sur la santé? Vous avez été, comme tous les autres médecins en première ligne, confrontés à cette pandémie. Et au final, alors pour les étudiants en médecine, ça s'est traduit beaucoup par du distanciel, je suppose. Mais quel est votre double regard, on va dire, du coup de doyen, mais aussi de praticien au contact de cette évolution? En tant que médecin, comme disait Georges Kepenekian tout à l'heure, on a fait de la médecine, on a libéré la médecine. Et il y a des questions qui se sont posées différemment parce qu'il fallait être au rendez-vous de cette situation. Au niveau des étudiants, ils ont été extraordinaires. Dès le début de l'épidémie, ils ont voulu se mobiliser dans les services pour être présents. Même au départ, il fallait un peu freiner les choses puisqu'on ne savait pas exactement encore quels étaient les risques épidémiques. Quand les hospices civils de Lyon, avec la métropole et la ville de Lyon, ont mis en place le centre de dépistage, on a mobilisé les étudiants, ils se sont mobilisés à grande échelle et ont participé de façon unique au dépistage. On a même fait une étude scientifique pour montrer l'impact de leur implication sur l'acquisition de nouvelles compétences et ils en ont fait une présentation à des congrès internationaux.
Ils se sont mobilisés également dans les SAMU, pour les permanences téléphoniques. Certains se sont mobilisés comme aides-soignants. Ils voulaient être là, ils voulaient participer à cet événement. Et finalement, c'était en totale résonance avec la motivation profonde qu'ils avaient de faire médecine. Et que cet événement, ils voulaient y participer de leur façon. Et quelque part, c'est, je trouve, extrêmement rassurant de voir que la génération aujourd'hui des étudiants, elle est au rendez-vous. Et que le hackathon, ce que disaient les autres, mes prédécesseurs, c'est bien ça, c'est une idée, c'est une équipe et c'est une solution. Et que le Carnegie Health, et notre rôle, nous, c'est un rôle de coenzyme. C'est permettre à ce que les étudiants puissent exprimer leur idée, et ça c'est très important, qu'il y ait cet espace de liberté, leur permettre de se réunir pour faire un collectif, et ensuite leur mettre des avis, des mentors, des solutions, des moyens pour qu'ils puissent concrétiser leurs solutions. Et l'exemple de Marty, porté par Quentin Pauly et Elias Sadou, est tout à fait remarquable de ce point de vue-là. Et c'est vrai que du coup, Quentin va faire quelques conférences aussi, nous aide aussi à mobiliser les étudiants. Il y a quelques étudiants ici qui prennent part aux discussions. Si on revient un temps sur l'interdisciplinarité, alors je crois que c'est aussi une démarche de recherche en pédagogie. Enfin, vous avez des collaborations aussi avec le CRI. Alors, l'acronyme, c'est le Centre de recherche en interdisciplinarité. Oui, c'est ça. C'est le Centre de recherche en interdisciplinarité de François Tadei, qui est à Paris. Donc là, en fait, vous essayez, à travers un certain nombre de sujets que vous venez d'aborder, d'en faire aussi un axe de recherche pour pouvoir, je dirais, contribuer à la transformation, l'évolution des études de médecine. En fait, notre enjeu à nous, c'est de former les étudiants à la complexité. Les connaissances, aujourd'hui, ils sont capables de les trouver très facilement. Ils sont même, il y a tellement de supports. L'apprentissage des compétences est un enjeu essentiel, notamment à l'hôpital. Mais au-delà de ça, on doit les former à une complexité, et la complexité en santé. Et l'enseignement médical, ce n'est pas l'apprentissage de solutions simples ou pour des problèmes compliqués, mais des situations complexes, c'est-à-dire où il y a une dimension d'incertitude. Et cette dimension d'incertitude, ça renvoie à deux choses. Un, la capacité à l'étudiant de travailler avec ça. Et la crise du Covid, ce que vous disiez tout à l'heure, a été un excellent exemple d'une situation d'incertitude et de voir comment les professionnels et des étudiants s'adaptaient à ça. Et ils se sont adaptés de façon tout à fait remarquable. Mais la complexité, c'est aussi amener des savoirs différents que les savoirs habituellement enseignés en médecine. Ce sont les savoirs expérientiels des patients. Et ça, c'est très important. L'enseignement que des patients peuvent partager avec des étudiants. Là aussi, pour leur montrer qu'il faut changer de perspective. Et puis aussi des enseignements d'autres domaines, dans le domaine de la culture, des sciences de l'ingénieur. Je prends un exemple, on a créé à la faculté, ces deux enseignants, Pascal Roy et Dominique Sapé-Marinier, un enseignement avec le Conservatoire national de musique et de danse de Lyon, sur médecine, musique et neurosciences. L'intérêt de cet enseignement, c'est d'ouvrir les étudiants au domaine de la culture et de voir comment l'approfondissement culturel enrichit aussi la démarche médicale dans la compréhension de la complexité du patient, de ses références culturelles, de ses références, de ses croyances. Parce que finalement, la maladie, c'est une chose, le diagnostic de la maladie et le traitement, mais la compréhension du malade et la compréhension de la relation qu'il a avec sa maladie et la signification qu'elle porte pour lui-même à un moment donné de sa vie, ça nécessite pour l'étudiant et pour le médecin d'avoir des clés de compréhension qu'il doit lui-même appréhender au cours de ses études. Et si vous voulez, c'est un peu ça aujourd'hui un enjeu. Un autre enjeu aussi, c'est dans une faculté, c'est de transmettre aux étudiants des valeurs. C'est quoi aujourd'hui, en 2022, les valeurs pour un professionnel de santé ?
celles qu'on partage en tant qu'étudiants, mais celles qu'ils partagent avec nous. Et je pense que les étudiants, ils attendent de nous, les enseignants, qu'on leur transmette ces valeurs. Et de façon plus générale, alors, on a une idée un peu plus précise de ce qui se passe dans votre faculté. Est-ce qu'en France, c'est une démarche, on va dire, c'est une impulsion qui est donnée également par d'autres formations, alors par d'autres formations, je dirais, de futurs médecins, mais aussi plus globalement de formations en santé? Oui, je pense qu'il y a des démarches comparables dans les différentes facultés et universités en France. Un des éléments importants de la réforme actuellement en cours, c'est de valoriser les initiatives étudiantes. Comme disait Laurent précédemment, on était précédemment dans un enseignement qui était très top-down. On voit bien que c'est important que les énergies circulent dans les deux sens et qu'on libère les énergies des étudiants pour porter des initiatives. C'est un peu le sens dans la réforme de la valorisation du parcours. Un étudiant qui va s'engager dans des initiatives pédagogiques, dans des associations, dans la réserve, par exemple, ou dans la responsabilité sociale, eh bien, ces actions, elles seront valorisées. Et je crois que c'est un changement qui est tout à fait utile. Bon, ce n'est pas en soi des choses très nouvelles. Ça existe dans les écoles de commerce, ça existe dans les écoles d'ingénieurs. C'est l'étudiant porteur de projet très tôt dans son cursus pour qu'il se l'approprie. Mais c'est vrai que c'est quand même assez récent, parce que c'est vrai que le choix de faire médecine, c'est quand même un choix assez profond. Les études, enfin la phase de sélection est assez difficile, et du coup, on a l'impression aussi que on retrouve ça, nous aussi, dans notre cas, que la santé, c'est un peu particulier, et du coup, il y a une forme d'isolement, on va dire, qui se crée peut-être, et d'ailleurs, on le revoit à travers un certain nombre de projets de hackathon qui sont portés par des patients, qui sont portés par des professionnels. Je dirais, cet esprit d'innovation, c'est pas le propre ni du DELITE, ni de gens un peu qui sont sensibilisés. C'est aussi peut-être l'intérêt, c'est que tout le monde puisse à un moment donné être acteur du changement, en capacité de proposer, et proposer de nouvelles choses. Ça nécessite aussi d'être ouvert sur les problématiques, les sensibilités, etc. Et donc l'intérêt de pouvoir, je dirais, un peu comme les étudiants ont pris cet exemple du hackathon Hacking Réhab. Alors, je ne sais plus si c'est Hacking Réhab ou NeuroAct, parce que comme on a été au cœur de la réflexion, et que maintenant, dans le cadre des enseignements de pédagogie, qu'ils puissent reprendre ce concept-là, je pense que c'est vraiment intéressant, et que du coup, les étudiants en médecine travaillent un peu en mode projet, d'une certaine façon, permet aussi de les ouvrir sur des sujets comme ça. Mais vous avez tout à fait raison. L'enjeu, c'est ouvrir. C'est innover, accepter la dimension et se former à la dimension d'incertitude et ouvrir. Et l'enseignement médical, l'enseignement universitaire doit sortir de ces murs de la faculté. Par exemple, il y a une expérience qui se met en place là. En septembre, on ouvre une première année de passe à Bourg-en-Bresse, sur un territoire de santé. On voit bien que les besoins de territoire, Georges qui en parlait, sont énormes. Et qu'il faut qu'on puisse assurer une équité d'accès aux soins sur une totalité du territoire. Mais on peut aussi, aujourd'hui, avec les moyens numériques, assurer des enseignements à distance. Et il faut que les étudiants comprennent cette nécessité d'ouverture d'aller vers d'autres disciplines et d'accueillir ces autres disciplines dans les facultés de médecine, pour former ces autres étudiants et les faire travailler ensemble. Puisque c'est comme ça qu'on arrivera à former des professionnels qui, demain, pourront assurer les services de santé pour la population. Qui soit au plus près du coup des territoires. C'est ça, et tout à fait. Qui n'ait peut-être pas cette appréhension, parce que voilà, on est en campagne électorale, etc. On a souvent la thématique de la désertification des territoires. C'est peut-être, alors il y a beaucoup de déterminants, il y a beaucoup de raisons, mais il y a aussi peut-être une appréhension de la part des jeunes médecins d'être confrontés à une certaine de problématiques sur lesquelles ils n'ont peut-être pas été suffisamment sensibilisés. Quelle est votre analyse sur le sujet ? C'est un enjeu très important dans les années qui viennent, qui vont concerner les partis politiques, bien sûr, les autorités sanitaires, mais aussi les facultés de santé et les étudiants.
C'est-à-dire dans cette réflexion, je pense qu'il faut très tôt y associer les étudiants. Ça pourrait d'ailleurs être un thème de hackathon. Quelles solutions innovantes pour les territoires sous-dotés en santé? Et quelles solutions innovantes apporter avec des étudiants? Parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. Et qu'un enjeu majeur, c'est que chacun se sente concerné par cet enjeu. Et comment on peut adosser, même à distance, pour la formation, pour la recherche, pour le soin, des éléments du territoire. C'est une très bonne idée, parce que sur ce sujet, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits par les uns et par les autres. Et je pense qu'en effet, j'en discutais d'ailleurs avec Quentin Polly, qu'on a accueilli pour notre semaine d'immersion dans un programme Interrègle. Du coup, c'est un post-hackathon à Besançon. Et il avait un discours qui était très proche du vôtre, c'est-à-dire cette capacité peut-être d'aller embarquer d'une certaine façon les principaux acteurs qui seront censés œuvrer sur ces territoires. Et donc, l'idée peut-être de poser la réflexion, en plus de ce qu'on entend, je dirais, aujourd'hui dans les campagnes électorales, peut-être de poser la question et de les rendre acteurs d'une certaine façon eux-mêmes de ces solutions, parce qu'il y a sans doute des solutions, et des solutions qui ne sont pas uniquement soit technologiques, soit financières d'un côté, pour faire que les gens exercent dans un environnement qu'ils ont peut-être choisi et puis sur lequel ils sont en sécurité. Il y a une solution qui est certainement au début humaine. Je prends l'exemple de Bourg-en-Bresse. Les enseignants vont aller à Bourg-en-Bresse pour accompagner les étudiants. Parallèlement, on a actuellement des discussions avec le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, bien avancées, pour accueillir un grand nombre d'étudiants en stage. Et on va aller au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour rencontrer avec les responsables des commissions pédagogiques des 2 facultés hospitalières pour organiser des stages pour nos étudiants. Parce que si des étudiants vont en stage à Bourg-en-Bresse et qu'ils y sont bien accueillis, que l'hébergement est organisé, ils vont découvrir une région et ils vont se rendre compte peut-être des opportunités ensuite, quand ils seront internes, de venir ensuite s'y installer. Mais ça veut dire que ceux qui sont en responsabilité de l'enseignement, moi je peux parler que de l'enseignement, eh bien il faut qu'ils soient prêts à faire un pas pour aller sur ce territoire et à sortir du confort des locaux d'une université et d'une situation. Je vais vous remercier. En tout cas, c'est toujours extrêmement intéressant, extrêmement stimulant de parler avec vous autour de ces idées d'interdisciplinarité, d'ouverture. Encore merci de nous avoir accueillis il y a 4 ans déjà dans vos locaux, d'être présent aussi dans les différents jurys qu'on a organisés autour du hackathon. On va essayer de continuer du coup la réflexion et puis peut-être implanter peut-être dans d'autres environnements la logique hackathon. Mais en tout cas, un grand merci de votre disponibilité, de cet échange ce matin. Gérald, merci Gilles. Merci aussi pour tout ce que vous avez apporté aux étudiants et à la réflexion dans la faculté. Merci. Merci.